Bienvenue dans Papa GPA, le podcast qui raconte un parcours de gestation pour autrui queer et dans une démarche éthique. Épisode 12. Un conte des doutes. Je crois que ce qu'on nous a dit de plus vrai sur les débuts de la parentalité, c'est que c'est indescriptible. Et l'inquiétude que tu ailles bien, qui s'est installée comme un très léger larcène permanent dans mon quotidien. Alors même que tu es né en très bonne santé, ce qui nous a enlevé un gigantesque poids des épaules, j'en suis conscient. Par exemple, pendant que tu dormais, on se penchait souvent au-dessus de toi pour vérifier si tu respirais bien. Un grand classique. Ces premiers jours aux États-Unis avec toi, nous étions loin de chez nous et de nos proches, mais on a été bien entourés. Grâce à la plateforme d'échange d'appartements par laquelle on était passé pour trouver notre hôte fabuleux, on a aussi rencontré d'autres personnes dans le quartier qui ont été d'une gentillesse sans borne. Une famille est même venue 2 fois nous apporter un dîner complet avec de bons légumes pleins de vitamines, car, nous a dit la mère, vous devez vraiment en avoir marre de nos produits transformés industriels. Et les voisines aussi. Figure-toi qu'à 2 maisons vivait un couple de mamans dont l'une était en train de s'engager pour devenir elle-même femme porteuse. C'est fou! On a beaucoup sympathisé et pareil, un soir, elles ont déposé devant notre porte une tourte qui nous a tenus 3 jours. On était seuls avec toi, mais certainement pas isolés. Bien entendu à commencer par Diana et sa famille, qui sont venus plusieurs fois et à qui on a rendu visite également. On a pu également revoir ta donneuse, Kémilie, comme prévu. Ce n'était pas si évident comme rendez-vous, car elle allait voir un bébé qui n'est pas le sien, mais qui partage 50% de son matrimoine génétique. Ça peut faire étrange, je me disais. Kémilie avait donné des ovocytes à d'autres couples déjà, mais c'était la première fois qu'elle rencontrait un enfant issu de ses dons. Un après-midi, elle est venue et on s'est baladé dans le village de Noël de là où on résidait. On a papoté sur plein de sujets et on a fini par se poser dans un café. Elle a été ultra chouette avec toi. On sentait qu'elle était fière. Et c'était drôle car elle nous a aussi dit qu'elle ne savait pas trop comment formuler de compliments sur toi, sans que ça passe pour des compliments à elle-même, vu qu'elle avait participé à la création de cette petite merveille que tu es. Ça nous a bien fait rire. On n'a pas pu organiser une rencontre entre Kémilie et Diana, les agendas ne matchaient pas, mais on s'est dit qu'on ferait ça à l'occasion d'un futur voyage de retour. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu plusieurs visites chez la pédiatre, notamment pour confirmer que tu étais bien en état de prendre l'avion pour rentrer à la maison. Puis il y a eu de nombreuses autres sorties, mais cette fois administratives. Les familles dont l'enfant naît en bonne santé et qui peuvent bénéficier d'un congé parental n'ont généralement pas d'autres soucis à se faire que de s'occuper de leur bébé dans les premiers jours, ce qui est déjà beaucoup. Mais pour nous, en plus de s'occuper de toi, il faut aussi qu'on s'occupe de tes papiers. Car vois-tu, si toi tu as la nationalité états-unienne de par le droit du sol, c'est pas notre cas. Donc on ne peut pas rester indéfiniment. Et surtout, chaque jour passé loin de chez nous coûte cher, un peu comme quand on est en vacances. S'engage donc une course contre la montre pour obtenir 4 documents clés. Le premier, c'est la confirmation du jugement de droit de parentalité après naissance. Ça, c'est notre avocat qui s'occupe de le récupérer auprès de la juge. Une fois ça entre nos mains, nous pouvons demander le second document clé. Ton acte de naissance états-unien avec ton nom complet, ainsi que la mention que nous sommes tes 2 papas. Avec ce document, on peut enfin demander ton passeport états-unien. Et c'est ce passeport qu'on montrera à la frontière pour te laisser entrer en France. Alors oui, tu es aussi française, de par le sang comme on dit. Car ton père génétique, celui de nous 2 qui a donné ces gamètes, est français. Mais pour l'instant, on n'a aucun document qui l'indique et qui te permettrait de voyager à l'international. Ça, ce sera une autre bataille qui sera menée en France et que je te raconterai dans le prochain épisode. Et le dernier document clé, c'est ton numéro de sécurité sociale, qui te permet notamment d'être identifié fiscalement. Car, ma chère, selon la loi états-unienne à ce jour, où que tu résides dans le monde, tu devras payer des impôts pour les USA, tant que tu auras cette nationalité. Eh oui! Ainsi, alors que tu as quelques jours à peine, nous voilà une fois au bureau machin pour retirer le formulaire bidule, une fois à l'administration truc pour déposer une demande schmilblick. Toutes ces démarches ne sont pas très intéressantes en soi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est encore du temps, de l'énergie, de l'argent. Alors que nous, on aurait voulu être concentrés que sur toi. Enfin, on a réussi à tout faire à temps pour notre vol de retour en Europe. Et figure-toi que ce vol,
On l'avait planifié pour le 24 décembre. Et oui, l'idée c'était que quand on arrive à la maison avec toi, tes grands-parents, oncles et tantes soient là et qu'on célèbre le réveillon tous ensemble autour de toi. Tu vois un peu le conte de Noël avec le petit bébé tant attendu, premier de sa génération, qui descend du ciel après un long voyage et dont on célèbre l'arrivée en famille. Je veux pas te mettre trop de poids sur tes épaules, Aube, mais dans le récit de ton entrée à la maison, t'as suffisamment d'éléments pour créer un nouveau mythe religieux. Juste avant de partir, nous sommes passés une dernière fois chez Diana et sa famille pour leur dire au revoir. On s'est serré fort dans nos bras et on s'est dit tout ce qui nous a semblé important de se redire face à face, notamment qu'on l'aimait infiniment. Au moment de partir, elle t'a prise dans ses bras de nouveau. Et cette fois-ci, on lui a proposé de passer un petit moment seul avec toi, dans une pièce à côté, pour qu'elle puisse te dire ce qu'elle voulait en toute intimité. Elle et toi seulement savaient ce qui fut dit. Mais quand Diana est revenue, elle avait un grand sourire paisible et heureux. On est ensuite reparti pour l'aéroport. Oh là 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 là, ce retour fut épique. Je te passe les détails car ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière. Mais attention, ce sont les aventures de la vie, c'est comme ça. Faut pas que tu te sentes responsable de quoi que ce soit là-dedans. Bien au contraire, on l'a fait pour toi et grâce à toi. Et puis nous, on est adultes, c'est notre responsabilité de gérer tout ça, a fortiori quand on s'engage dans un parcours de GPA. Une fois atterri à Paris, ce fut de nouveau le combat. Imagine-toi un aéroport international un 24 décembre. L'enfer. On n'avait pas pensé à ça. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a coupé toutes les files d'attente interminables, car soit très naturellement en te voyant si petite et si choupette, les gens nous laissaient très gentiment passer, soit parce que quand le personnel de sécurité nous refusait les files express, je demandais à parler au manager et une fois arrivé, en te voyant, il n'y avait plus trop besoin d'argumenter. On a fini par arriver à notre destination. Tes deux grands-mères et ton grand-père étaient là à la sortie, ainsi qu'un de tes oncles. Imagine-toi la scène. Deux papas avec leur mini-bébé et leur petite famille qui tombent dans leurs bras, émus aux larmes, réunis et enfin arrivés. On a ensuite sauté dans la voiture et on est rentré chez nous où on attendait le reste de la famille. Là encore, beaucoup d'émotions, d'amour partagé et de soulagement. Ce soir-là, même la nature semblait célébrer ton arrivée. Il y a eu un gigantesque arc-en-ciel juste au-dessus de la maison. C'était tellement fou qu'on est tous sortis pour l'admirer. Et puis tes mamies et ton papy. Oh là là, tu les aurais vus totalement gaga devant toi. C'était très drôle et touchant car tes deux grands-mères discutaient entre elles en te regardant et en disant que tu avais les yeux de tel ancêtre, le nez de tel autre et la bouche de telle partie de la famille, etc. Mais sans adresser une seule fois le fait que, forcément, l'une d'elles était absente de ton matrimoine génétique. Mais ça n'avait aucune importance. En analysant tes traits et en les rapportant respectivement à l'une et à l'autre, elles construisaient un récit de filiation dans lequel elles étaient toutes les deux incluses. Et avec elles, nos deux familles liées à jamais. Car c'est en effet, j'en suis absolument persuadé, avant tout sur des récits, des histoires rassembleuses, des symboles et des représentations partagées que nos familles sont bâties. Plus que sur du sang, de l'ADN et des gamètes, même si cela joue aussi. C'est avec beaucoup d'émotion et une impression de magie, de sorcellerie, que je voyais ces deux femmes penchées au-dessus de ton berceau, t'observer et te reconnaître comme leur petite fille à elles deux, tissant de leurs paroles des fils d'amour et de bienveillance qui, en tombant délicatement sur ton visage, s'enchevêtraient les uns aux autres pour former une corde unique, solide, incontestable et irrévocable, celle qui te relie à nous, à elles et à tous les ancêtres dont tu es issu, aussi bien du côté de ton autre papa que du mien. C'est ça, la filiation. Ce récit pourrait s'arrêter avec cette dernière image. Une belle famille réunie autour d'un bon repas de Noël. Le son des couverts s'entrechoquant sur les assiettes, perdu dans les éclats de rire, et à côté, un petit bébé voyageur, dormant paisiblement sous le sapin éclairé par des guirlandes lumineuses aux teintes chaleureuses. Ce serait une belle fin d'histoire, et c'est ce que je souhaite à toutes les familles, quelles qu'elles soient, qui accueillent un nouvel enfant.
Mais la suite de cette histoire n'est pas un conte de fées. Ou alors, si, justement, c'est un vrai conte qui contient aussi des épreuves difficiles qui peuvent même être traumatiques et violentes. Et il faut que je t'en parle car même si c'est triste et douloureux, ça en fait partie. Ton autre papa et moi, on pourra en reparler ensemble tranquillement et répondre à toutes tes questions. Et pareil pour Diana, car ça la concerne elle. D'ailleurs, avant de faire ce podcast, on en a parlé ensemble. Et c'est elle qui m'a dit « Vas-y, fais-le. Raconte aussi cela. C'est important que les gens sachent et comprennent pour que le monde change. » Sans son aval pour parler aussi de cette partie, il n'y aurait pas eu de podcast du tout. C'était impossible de raconter notre histoire sans parler de ce qui s'est passé après l'accouchement. Ce que je vais faire maintenant avec un niveau de détail équilibré pour respecter aussi l'intimité de Diana et de sa famille. Quelques jours après l'accouchement, Diana eut parfois des saignements. Rien d'anormal, ça peut arriver, mais ils étaient abondants et ils ne se sont pas résorbés avec le temps. Diana est retournée à l'hôpital pour voir la sage-femme et lui demander ce qui se passe. Elle a constaté, mais n'a rien trouvé de problématique. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle était chez elle, elle fait comme une hémorragie et elle tombe dans les pommes. Ambulance, urgence, etc. On a eu très très peur. Vraiment très peur. C'est pas pour rien que dans un épisode précédent je parlais des femmes qui meurent d'avoir donné la vie. Et que je précisais que les États-Unis sont parmi les pires pays dits industrialisés sur ce sujet. Tout ça on l'ignorait à l'époque. Pour moi c'était un truc de Moyen-Âge ou de zone géographique très pauvre. À quel point je me trompais. Diana est ressortie après quelques jours, mais le problème ne s'est pas résolu. C'est seulement après plus de 3 mois et un autre périple aux urgences que l'équipe médicale conseille finalement à Diana de procéder à une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, pour que les saignements cessent et ne la mettent plus en danger. Elle accepte et, à la suite de cela, en effet, les saignements stoppent. L'opération est une réussite et son système hormonal reste intact. Mais les répercussions sont évidemment immenses. Ce fut un événement traumatique pour Diana et très difficile pour tout le monde. Je pense que la meilleure personne pour parler de ce moment, c'est évidemment elle-même. Ce que je peux te dire ici, c'est juste ce que j'ai ressenti moi. Ton autre papa te dira lui-même pour lui. Je veux aussi exprimer une réserve en te racontant mon vécu. Je ne veux pas prendre la place de Diana, ni invisibiliser son récit qui devrait être central. Quand j'ai soulevé ce point avec elle, elle m'a répondu que le moment venu, tu auras son récit, ses mots. Donc voilà comment moi j'ai vécu ce moment. Ça a été très difficile. Chaque matin, pour ne pas dire chaque heure, je redoutais de recevoir un message qui annonçait le pire. Et l'impossibilité d'être auprès de Diana, de la soutenir physiquement, d'être avec elle, le sentiment d'impuissance et d'éloignement. Cette fichue distance géographique. Et puis j'ai ressenti de la culpabilité. Bien entendu de la culpabilité. Celle de tout. D'avoir choisi de devenir parent, de nous être battus pour, d'avoir fait appel au corps d'une autre personne pour faire ce que nous ne pouvions pas, d'avoir mis en danger Diana, d'avoir défié la nature, d'être tombé dans l'hubris et d'avoir déclenché la colère des divinités. À ce stade, toutes les voix se mélangeaient dans ma tête sans discernement et particulièrement tous les arguments et imagiers des anti-GPA que je n'étais plus en mesure de repousser rationnellement, philosophiquement, politiquement ou spirituellement. La honte commençait à m'envahir, en même temps que la terreur de perdre Diana. J'étais en pleine tourmente intérieure. Diana subissait les conséquences de nos actions, et les coups étaient monumentaux. Pour Diana, le coup de perdre une partie d'elle, son organe reproducteur, et avec tous les impacts physiques, psychologiques et symboliques. Pour nous, un coût financier important, y compris avec la compensation des pertes de salaire de Diana, qui ne pouvait pas retourner au travail après les 3 mois prévus en postpartum. Mais aussi et bien avant tout, un coup que je ressens alors comme moral. Et en même temps que tout ça se passait aux États-Unis, toi, tu étais là, juste sous mes yeux, notre petit bébé d'amour, qui nécessite que je sois là pleinement et entièrement, et non pas dans ma tête en tempête ou dans des pensées s'éloignant en mouvement chaotique vers l'autre côté de l'océan. Toi, t'avais besoin d'être le centre de notre univers. Il en allait de ta propre santé physique et aussi psychique. Au début, c'était difficile, mais j'ai réussi à faire la part des choses, je crois. Je mettais de côté mes pensées sombres quand j'étais avec toi pour te nourrir de bonheur.
Les seuls moments où je trébuchais, c'est quand on me demandait «Comment ça va?». J'ai été incapable de répondre à cette question pendant les 6 premiers mois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison de s'inquiéter pour la santé physique de Diana. J'étais à la fois le plus heureux du monde car tu es, il faut bien le dire, une petite merveille à mes yeux, et en même temps, j'étais, tu l'as compris, très inquiet pour Diana et en introspection intense. C'est Diana qui m'a sorti de là. Je crois qu'elle seule pouvait d'ailleurs. En plus de tout ce qui lui est arrivé, elle a aussi pris en charge le travail émotionnel de m'apaiser. Ce qui est quand même un comble. Moi, je voulais être là pour l'aider, mais c'est surtout elle qui m'a aidé. Déjà en gardant le contact avec nous et en nous disant plusieurs fois, et encore aujourd'hui, que même si ce qui lui est arrivé est terrible, elle ne regrette absolument rien. Qu'elle est encore et toujours profondément heureuse de t'avoir conçu et de t'avoir donné naissance. Qu'elle est infiniment fière de nous avoir permis de devenir papa. Au départ, je pensais qu'elle disait ça un peu pour nous rassurer, par politesse, par gentillesse. Mais qu'elle nous le répète régulièrement, même quand c'était à des moments difficiles pour elle. Ça m'a convaincu qu'elle pensait et vivait chaque mot de ce qu'elle nous disait, et qu'il fallait la prendre au sérieux, et respecter sa parole en la croyant totalement. Un peu dans le même mouvement, ta marraine et ta tante m'ont alors rappelé plusieurs fois qu'il ne fallait pas oublier que Diana était une adulte intelligente et responsable, que le cadre éthique avait été respecté pour s'assurer qu'elle avait été en mesure de faire un choix éclairé en devenant femme porteuse, et que je ne pouvais pas réduire à notre histoire et à la GPA en général le manque criant d'accompagnement des femmes en postpartum qui tous les ans tuent et en très grand nombre, comme je l'ai déjà dit. À ça, je leur répondais que si accoucher c'était si dangereux, peut-être alors que ça ne pouvait pas être éthique de demander à une femme de le faire pour nous, quelles que soient les conditions. Et elles me répondaient qu'on passe notre vie à faire des choses dangereuses, que s'il n'y avait que les gens qui ne font rien, qui pouvaient se réclamer d'une haute éthique, parce que leurs privilèges leur permettent, bah ce serait bien injuste. Et aussi qu'on a souvent des critères moraux extrêmement élevés quand il s'agit du corps des femmes, et notamment en ce qui concerne tout ce qui les essentialise en tant que féminines, la sexualité, la procréation, la parentalité, le soin, et que cela relève souvent, m'ont-elles expliqué, d'un paternalisme qui, sous couvert de protection, dénie aux femmes leur agentivité, c'est-à-dire leur pleine capacité d'agir et de décider pour elles-mêmes. Plus tard, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé dans les mots de la sociologue Laura Carpentier-Goffre un rappel de cela, quand elle explique dans ses travaux sur la division sexuée du travail que cette tendance à surprotéger les femmes dans certains domaines spécifiques va souvent de pair avec une invisibilisation de leur charge réelle dans d'autres sphères. C'est donc 3 femmes, Diana, ta tante, ta marraine, 4 si on compte ma mère, ta grand-mère, avec qui j'ai aussi beaucoup parlé, qui ont écarté mes ténèbres. Je leur suis infiniment reconnaissant pour ce travail émotionnel, ce travail de care qu'elles ont fait pour moi, pour nous, et bien évidemment aussi ton autre papa, qui a été pour moi un véritable phare dans la tempête. Les autres relais qui avaient été d'une grande aide jusque-là, notamment les associations et groupes WhatsApp, je les ai même pas sollicités, sûrement à tort. On s'isole vite quand le parcours ne se passe pas parfaitement bien. C'est difficile de ne pas se comparer les uns aux autres, même si c'est avec bienveillance. Pourquoi pour l'autre c'est plus facile? Pourquoi l'autre n'a pas eu ce problème? Je crois pas que c'est de la jalousie ni de la compétition, mais juste l'espoir d'avoir autant de chance que les autres, à qui on souhaite aussi plein de succès. Et puis dans nos parcours, on est attaqué par tellement de personnes extérieures qui se drapent de grandeur morale, qui nous jugent depuis la hauteur de leur certitude mal informée, qu'on a parfois l'impression qu'il faut absolument qu'on montre la patte blanche d'un parcours parfait, pour prouver que c'est possible, que nous ne sommes pas des monstres, et que nous avons eu raison de le faire. Ces groupes d'entraide sont super. Mais j'ai le sentiment qu'il plane une sorte de règle tacite qui invite à s'éloigner discrètement quand tout part à volo. Et maintenant je peux te le dire, te raconter cette histoire, faire ce podcast, tout revivre à travers mon récit, prendre le temps de penser et réfléchir à ce que nous avons vécu, lire des études, des essais et des articles, écouter des podcasts sur tous ces sujets, entrer dans des corpus notamment de sociologie, découvrir des penseuses et penseurs qui ont fait de leur objet de recherche le genre, le patriarcat et autres systèmes d'oppression, les féminismes, la parentalité, le travail domestique, le travail reproductif, bref, reparcourir toutes les étapes de notre GPA et, en te les racontant, tout revivre à la lumière d'une réflexion un peu plus aboutie, plus documentée, plus critique. Tout ça, je l'ai fait aussi parce que j'ai, suite à ce qui est arrivé à Diana,
douter. Or, il n'y a pas de meilleur moteur que le doute pour penser. Comme je te le disais en introduction, je garde ce 1% de doute qui me permet de ne pas m'endormir dans des certitudes paresseuses. Et je ne suis pas le seul. Ta marraine m'a redit récemment qu'une petite partie d'elle doutait aussi sur la question de l'agentivité des femmes. Car, pour reprendre ses mots, on reste quand même dans un système patriarcal qui écrabouille les femmes. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ultra important, en même temps de défendre la GPA sous condition, d'aussi lutter contre le patriarcat et l'exploitation systémique des femmes par les hommes. Pour moi, ça ne peut aller qu'ensemble si on veut un minimum de cohérence. Il ne peut pas y avoir de GPA éthique si elle n'est pas aussi féministe. Donc, tu vois, à travers ce récit que je te fais à toi, en coulisses, moi aussi je chemine. Ta tante, elle, m'a invité dans mes réflexions à ne jamais oublier que c'est un piège qui nous est tendu de se limiter à une question morale quand on parle de la question de la santé et du bien-être des femmes et hommes trans qui sont enceints et enceintes et qui accouchent, GPA ou pas. Que le problème est éminemment politique, avant tout. Que les personnes qui veulent soi-disant protéger les femmes disent rarement vouloir, pour ce faire, augmenter les investissements dans les structures qui leur permettraient effectivement d'être mieux protégées. À commencer par l'hôpital public, le planning familial, des services de gynécologie sans violence systémique et accessibles facilement. Ça fait plus d'un quart de siècle que le concept de violence obstétricale existe en Amérique latine, suite à un questionnement sur la prise en charge médicale de l'accouchement et d'une volonté d'humanisation de la naissance, nous apprend le rapport 2018 du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En France, on commence à peine à découvrir ces sujets, avec beaucoup de lenteur et de réticence politique. Et le HCE est en crise interne depuis plus de 3 ans, comme l'a révélé le journal d'investigation Mediapart, notamment pour des raisons politiques. Donc bon, rien de réjouissant. Dans ce même rapport de 2018, on découvre que 6% des femmes se déclarent pas du tout ou plutôt pas satisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur accouchement. Ce qui représente environ 50 000 femmes pour l'année 2016 seulement. Un chiffre terrifiant qui est dans la suite logique d'un autre que je partageais dans un épisode précédent. En France, tous les 4 jours, une femme meurt d'une cause liée à la grossesse, à l'accouchement ou à leur suite. Le problème dépasse donc totalement la question de la GPA. Reprocher à la GPA toute la violence du patriarcat est un écran de fumée pour, d'une part, ne rien faire qui briserait les systèmes de domination en place, notamment sur les femmes, et d'autre part, pour enfoncer les personnes considérées comme déviantes. Déviantes de la norme hétérosexuelle, cisgenre, monogame et capitaliste. J'en veux pour preuve que, lorsqu'on parle de GPA, on cible toujours les familles queer qui, elles, revendiquent leur écart de cette norme coercitive. Alors même que la vaste majorité des couples qui passent par les GPA sont hétéros et infertiles, comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent. Donc c'est bien que l'objectif, c'est de nous empêcher de faire famille autrement, et non pas d'améliorer les parcours de grossesse pour toutes les personnes qui sont enceintes et accouchent, les femmes comme les hommes trans. Comme me l'a dit ta tante, si les hommes cisgenres étaient enceints, vous seriez très bien pris en charge à l'accouchement et vous n'en mourriez pas. Ou, pour reprendre le titre d'une poignante BD documentaire de Rothman et Ferney, qui suit le parcours de l'avocate féministe Anne Bouillon, les femmes ne meurent pas par hasard. L'asservissement de la moitié de l'humanité par l'autre moitié n'est pas un hasard non plus, ni vraiment une question morale. C'est un projet politique. Et puis toi, tu te saisiras de ce que tu veux, tu te poseras et nous poseras les questions que tu veux, tu te feras ton propre avis critique sur tout ce qui nous est arrivé, ou peut-être que tu laisseras tout ça de côté. Ce parcours m'a également rappelé à quel point la transparence est cruciale. Comme le montrent les récentes études sur les enfants nés par GPA menées par Jadva, Imri et Golombok, les enfants qui connaissent leur histoire dès leur plus jeune âge, avec un contenu adapté évidemment, développent un lien fort avec leur identité et avec les personnes qui ont contribué à leur venue au monde. C'est pourquoi ton autre papa et moi, nous avons fait le choix de te raconter cette histoire sans tabou ni secret. Aujourd'hui, Diana est en bonne santé. On fait des appels vidéo de temps en temps avec elle, parfois son mari ou ses enfants se joignent à nous, et tous les mois, elle demande des photos et vidéos de toi, aux requêtes à laquelle on s'empresse bien entendu de répondre. Et bientôt, dès qu'on peut, on ira lui rendre visite. Elle nous manque.
Dans le prochain épisode, je te raconterai notamment l'autre bataille que nous avons menée, cette fois-ci en France, pour que tu aies le droit d'avoir 2 parents. Alors, à la prochaine!